Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure de 64 débats. 2026, de quoi sera fait le monde qui vient? La paix peut-elle advenir au Proche-Orient, en Ukraine ou encore au Soudan? Pour ne citer que quelques régions, le Soudan qui vit une guerre civile fratricide. Avec nous autour de la table, Gallagher Fenwick, bonsoir. Vous êtes journaliste, grand reporter, auteur de Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang. C'est aux éditions du Rocher. Avec nous également Florent Parmentier, bonsoir. Soyez le bienvenu également. Géopolitologue, secrétaire général du Centre de recherche politique et de Sciences Po Paris. C'est le CEVIPOF, co-auteur avec Josette Durieur, on le signale, du livre La Moldavie à la croisée des mondes, édition Non-Lieu. Gallagher Fenwick, l'année a débuté comme la précédente a terminé. La guerre en Ukraine continue, le conflit russo-ukrainien continue. La paix semble clairement bien loin. Non, effectivement, surtout quand on voit la séquence actuelle avec un revirement, un de plus, j'ai envie de dire, à savoir celui d'un président américain qui reposte, ça paraît quand même assez significatif, un éditorial au vitriol du New York Post, qui est un tabloïd, mais tout de même, qui est un éditorial dans lequel il est écrit que finalement, le plus grand obstacle à la paix, c'est Vladimir Poutine, alors que si on a écouté et lu Donald Trump ces dernières semaines, il avait plutôt tendance à aller dans le sens inverse. Alors on a le message, Gallagher Fenwick, que vous citez. Le titre exact de l'éditorial que reposte le président américain en effet, c'est exactement les fanfaronnades. Les fanfaronnades de Poutine sur l'attaque supposée de sa résidence montrent que c'est la Russie qui fait obstacle à la paix. En fait, le président américain a lu, selon un rapport apparemment de la CIA, qu'il n'y avait pas eu d'attaque, rapport qui n'a pas été rendu public, et donc il retweet. Oui, non, c'est pas apparemment. John Radcliffe, le patron de la CIA, a fait le déplacement et est venu lui expliquer que selon les informations dont son agence dispose, notamment probablement issues des radars de trajectographie et autres sources humaines, électromagnétiques et autres, que ça n'est pas l'Ukraine. Maintenant, il y avait une attaque en cours apparemment dans cette région de Novgorod, mais pas cette maison. Tout à fait. Maintenant, et j'en termine par là, il faut surtout regarder ce qui se passe sur le terrain. Et sur le terrain, vous avez raison, on est très loin de la paix au vu de ce que la Russie continue quotidiennement de faire subir à l'Ukraine, à la fois sur le front militaire à proprement parler, mais aussi du côté des civils. Et la ville, précisément, pardonnez-moi que j'ai écorché, Novgorod. Florent Parmentier, c'est vrai qu'il y a cette séquence, selon vous, est-ce qu'elle a porté un coup dur aux négociations de paix? Ou au fond, est-ce que de toute façon, que Donald Trump se fâche contre Vladimir Poutine ou pas, ça ne change rien? On a le sentiment que Vladimir Poutine, de toute façon, c'est lui qui mène le jeu, si on peut le dire ainsi. Donald Trump a théorisé en quelque sorte le fait que son imprévisibilité lui permet d'avoir de meilleurs deals. C'est sa ligne de conduite depuis qu'il est arrivé, à savoir plus vous déstabilisez l'adversaire, plus il ne sait pas comment vous allez vous positionner, et bien en quelque sorte plus il sera amené à faire des concessions. C'est de cette manière en fait que Donald Trump s'est positionné. Face à Vladimir Poutine, probablement cette méthode ne fonctionne pas aussi bien, tout simplement parce que le président russe a certainement une expérience, une présence au pouvoir aujourd'hui qui est importante. Et le président russe joue sur un autre registre. Il se dit en substance, il a besoin d'un accord rapide, peut-être. Moi, j'ai 2026, j'ai 2027. Le temps joue avec moi. C'est en tout cas l'image, en tout cas le discours que porte Vladimir Poutine. Et partant de là, Vladimir Poutine se dira très certainement, j'ai essayer d'obtenir l'effet final recherché, probablement en dénonçant une attaque dont il est probablement l'origine ou dont il n'a pas, dont la véracité en tout cas de l'Ukraine n'est absolument pas fondée. C'est tout simplement d'ajouter au brouillard de guerre, d'ajouter à l'idée selon laquelle cette histoire est compliquée, donc conforter Donald Trump dans l'idée de se retirer de ce conflit et de le laisser gérer par les Européens. Alors, messieurs, une question à tous les deux. D'abord, peut-être Gallagher Fenwick. Est-ce que vous diriez que ce conflit russo-ukrainien peut s'élargir au-delà de cette région du flanc est de l'Europe? On entend parler, tout au long de 2025, on a entendu parler, en France, qu'il fallait préparer les hôpitaux. L'Allemagne aussi prépare les Allemands avec des kits. Je crois l'Union européenne aussi évoque des kits. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pour faire peur? Est-ce que c'est concret? Vladimir Poutine dit que c'est n'importe quoi. Qu'en est-il? C'est déjà le cas. Il y a différents stades dans la confrontation. Aujourd'hui, on est clairement sous le seuil de la létalité, mais la Russie s'ingère, rien qu'ici, en France, potentiellement dans les élections à venir. On a des intrusions de drones sur lesquels nous avons montré des défaillances, des difficultés, notamment en termes d'attribution, de repérage, de neutralisation.
On a des attaques dans le domaine cyber, notamment, qui sont quasi quotidiennes, et celles-là, on est capable de les attribuer, donc on sait que ça vient de la Russie. Vous parliez de l'Allemagne, qui travaille sur des plans très, très concrets, c'est-à-dire de réhabilitation de l'infrastructure afin de permettre éventuellement à du matériel lourd de pouvoir circuler. Ça veut dire qu'il n'exclut pas la possibilité d'un conflit qui, cette fois-ci, passerait au-dessus du seuil de la létalité et qui se transformerait, qui muterait en un conflit à très haute intensité. Ça ne veut pas dire que cela va advenir. En revanche, le message qui est envoyé est très clair. Ça veut dire que nous ne pouvons pas ignorer cette hypothèse et que nous devons nous y préparer, notamment de manière déterminée, afin de dissuader l'ennemi, l'adversaire ou le compétiteur. Florent Parmentier, sur cette question d'une guerre carrément peut-être en Europe, dans des villes européennes. Il faut voir, c'est que l'Europe est aujourd'hui à la fois vulnérable et fragmentée. Elle est vulnérable parce que non seulement il y a cette menace effectivement russe, mais elle ne vient pas dans un monde totalement pacifié dans lequel l'Union européenne n'aurait que cet ennemi-là, en quelque sorte. Si vous lisez la stratégie nationale de sécurité américaine, on peut difficilement considérer qu'elle est extrêmement favorable aux Européens, voire même elle appelle, elle est parfois plus ou moins directement, à renverser finalement les institutions supranationales que cette partie américaine ne comprend pas et ne souhaite pas pour les Européens. Mais c'est vrai aussi que sur un plan économique, les Européens sont fragilisés et vulnérables par rapport à la concurrence chinoise, qui elle s'est renforcée. En fait, si vous regardez, il y a à la fois le risque sécuritaire, qui est abordé et qui, encore une fois, est déjà partiellement réalisé et difficilement, en revanche, envisageable à grande échelle en 2026. Pourquoi si on observe, et si on, malheureusement, on aura en février prochain, très vraisemblablement, la 4e année de guerre en Ukraine, et on ça fera 4 ans précisément dans quelques semaines. Ouais. Imaginez que le front est stable en Ukraine, mais qu'il faudra en ouvrir de nombreux autres. Et quelque chose qui n'est pas ça veut dire, de l'ordre du... Vous voulez dire Ça veut dire en fait que de conflits ouverts comme on assiste en Ukraine, non. En revanche, ce qu'a très bien dit Gallagher Fenwick, c'est-à-dire de déstabilisation, ça oui. Et en fait, on observe pour les démocraties européennes, eh bien, qu'on doit faire face à ce qu'on appelle une double résilience. Chez le politologue Alexandre Escudier, à savoir la double résilience, c'est à la fois de s'occuper de sa résilience interne, et ça passe par la confiance des citoyens dans leurs institutions, qui sont durablement affaiblies par les ingérences extérieures, russes, américaines et autres. Et également de résilience extérieure, c'est-à-dire d'être capable d'assurer sa propre sécurité à un moment où bien la garantie de sécurité américaine, sur laquelle la plupart des acteurs en Europe avaient tout misé, n'est plus garantie. Alors l'autre grand inconnu, et c'est intéressant parce qu'on n'a pas quasiment le même schéma, mais tout de même, c'est le Proche-Orient. Benjamin Netanyahou a été reçu à Mar-a-Lago il y a quelques jours en Floride, dans la luxueuse résidence du président américain Donald Trump. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Priorité à l'Iran, dit Benjamin Netanyahou, quelques mois après une guerre impressionnante qui a opposé les deux pays de manière sans précédent. Et puis de l'autre, un président américain qui, lui, veut aboutir, en tout cas avancer sur son plan de paix pour Gaza à la phase 2. D'abord, est-ce que Donald Trump peut vraiment faire advenir, si ce n'est la paix, du moins une amélioration dans cette région du monde, du conflit israélo-palestinien? Ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, Netanyahou prend un risque immense parce qu'il est très isolé au sein de l'administration Trump. Le bruit qui court, qui est difficile à vérifier, soit c'est vrai, soit c'est de l'ordre de la manipulation, c'est que Donald Trump serait vraiment le dernier acteur majeur au sein de cette administration à pouvoir tout simplement supporter, tolérer Benjamin Netanyahou, qui serait, j'emploie le conditionnel, détesté par J.D. Vance, le vice-président, Rubio, le secrétaire d'État et d'autres qui ont beaucoup de mal avec lui et ses manières de faire. Mais au final, Netanyahou, et ce n'est pas la première fois, s'en sort effectivement très très bien parce que Donald Trump estime, et je le cite, que les Israéliens ont parfaitement respecté le plan Trump, ce qui n'est évidemment pas vrai. Il y a des centaines de morts à Gaza depuis la signature du cessez-le-feu. Et ensuite, sur le dossier iranien, il y a une fenêtre d'Overton qui s'est élargie, c'est-à-dire que Donald Trump a une formule un peu sibylline où il dit qu'il espère que les Iraniens ne sont effectivement pas en train de reconstituer ce qu'il estime avoir oblitéré, et ce qui montre une autre des caractéristiques que soulignait Florent Parmentier de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il est à la fois très imprévisible, mais il a montré aussi une capacité à l'hyperviolence. Il l'a montré sur l'Iran, où je rappelle qu'il a quand même utilisé une douzaine des bombes conventionnelles les plus puissantes de l'histoire de l'humanité.
et il autorise également des frappes en haute mer dans les Caraïbes. Mais juste pour revenir sur le dossier et conclure sur le dossier proche-oriental, on a effectivement un Premier ministre israélien qui très clairement pousse très fort pour la reprise des hostilités contre l'Iran. J'aimerais vous entendre pour avancer parce que le temps file, vous, non pas sur le Proche-Orient, mais pour élargir sur l'Afrique. J'aimerais qu'on cite quand même aujourd'hui, parce qu'on aurait voulu parler aussi un peu d'espoir, mais l'Afrique, le continent africain, c'est plus de 400 millions de jeunes qui sont âgés entre 15 et 35 ans. C'est l'Union africaine qui nous le dit, et pourtant, il y a encore des coups d'État, plusieurs encore ces derniers mois, ces dernières années. Il y a cette guerre civile dévastatrice au Soudan, au point que certaines organisations parlent désormais ouvertement, comme à Gaza d'ailleurs, de génocide. Comment voyez-vous cette année à venir pour le continent africain ? Sur le Soudan, on parle d'un risque de déflagration régionale. Au-delà du Soudan, on peut avoir une pensée aussi pour la République démocratique du Congo, pour lequel le conflit dure depuis des décennies sans... Avec là encore un plan de paix sur le papier qui n'en est pas un de Donald Trump. Qui aura du peine probablement, qui n'apparaît pas parmi les priorités américaine à ce stade et qui aura probablement du mal à prendre place. Si on regarde la difficulté de l'Afrique, c'est 54 États, c'est 2 fois plus que l'Union européenne. C'est une population effectivement et des défis qui sont croissants. Beaucoup d'opportunités aussi. On voit beaucoup d'acteurs internationaux qui s'y intéressent aujourd'hui et qui ont ouvert le jeu en quelque sorte. Donc à la fois davantage de pouvoir pour les États concernés, mais aussi davantage de fragilité pour les sociétés. C'est dans ce double élément en fait que les États africains vont devoir négocier. Et messieurs, en 1 minute, je vais être un peu dur, 30 secondes chacun. La Chine, qui a mené des exercices impressionnants, peut-elle envahir Taïwan dans cette année qui commence ? Ce sera une année des plus grands dangers et malheureusement de la violence et c'est très bien d'évoquer cela au Soudan. Mais effectivement, Taïwan sera assurément l'un des dossiers à surveiller. Et ne pas oublier, j'en termine par là, que la réunification qui a été ouvertement, explicitement mentionnée par Xi Jinping, le leader chinois, peut se faire par la force militaire, mais par d'autres moyens aussi. Ayez à l'esprit l'exemple de Hong Kong. Avec très peu de réaction internationale sur ces exercices de manœuvre. Taïwan isolé. Peut-être que ça monte en 1 seconde. Ce qu'on peut dire, c'est que tout simplement, nous vivons à la fois un moment dans lequel on ne verra pas la fin de l'ordre international libéral. Il a encore un certain nombre de forces de résilience. En revanche, à quoi nous assistons, c'est une remise en cause, ou plutôt la mise en place d'un certain nombre d'architectures de sécurité qui vont se superposer, s'empiler. C'est vrai en Asie, autour de Taïwan. C'est vrai également en Afrique, pour faire le lien avec la précédente. Merci beaucoup Florent Parmentier. Merci beaucoup Gallagher Fenwick pour votre éclairage et pour nous avoir donné des clés de réflexion et de compréhension donc en ce 1er janvier 2026.